Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle matinée de l'initiative pour la finance durable de Finance Montréal. Je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal en charge de la stratégie et des partenariats pour Finance Montréal et responsable également des initiatives qui touchent à la finance durable. Aujourd'hui, une matinée IFD assez exceptionnelle puisque nous allons parler de ce qui fait les tendances, l'actualité et tous les enjeux dans le domaine de la finance durable. Vous le savez, vous êtes nombreux à nous suivre tous les mois et on ne peut passer sous silence tous les événements récents. On parle bien entendu des conséquences économiques, sociales qui sont liées à la pandémie. On voit des enjeux, des conflits en Europe, la crise climatique qui frappe de plus en plus à nos portes. Et on assiste à une véritable accélération à marche forcée qui se déroule sous nos yeux au niveau de la finance durable. Ces événements nous poussent les acteurs du secteur financier donc à répondre aux enjeux ESG, environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance, par la mise en place de produits financiers et de solutions ayant d'autres objectifs que les seuls rendements. Et face à la montée de ces nouvelles tendances, l'industrie de la finance se transforme très rapidement. Mais elle doit encore affronter de nombreux défis majeurs pour cette année et bien au-delà encore. On parle bien entendu des risques qui sont reliés à l'éco-blanchiment, on entend de plus en plus parler, la crédibilité des plans de transition net zéro, l'émergence des normes internationales en matière de durabilité, les enjeux qui sont reliés aux questions de diversité, d'équité et d'inclusion, etc., etc. Donc, autant de sujets que nous aurons le plaisir d'aborder dans les prochaines minutes avec nos conférenciers au cours de ce webinaire et qui occuperont sans doute une place très importante alors que la saison des assemblées générales s'ouvre actuellement. Pour en parler avec nous, donc, nous avons le plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui 3 conférenciers, en commençant par Tamara Close. Bonjour Tamara. Tamara est présidente et directrice générale d'une firme de consultation qui est axée sur l'intégration des facteurs ESG dans les processus d'investissement et les processus des risques pour les gestionnaires de placement, le groupe Close Consulting. Tamara a été directrice générale et responsable de l'intégration ESG pour KKS Advisor, un cabinet de conseil global. Elle compte plus de 20 années d'expérience combinée dans les marchés des capitaux et la stratégie ESG pour la Banque de Montréal, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, et Investissement PSP également. Notre deuxième conférencier de cette matinée IFD est Thomas Estines. Salut Thomas. Thomas est co-directeur général de GIR, Groupe Investissement Responsable, qui produit des recommandations et exerce les votes au nom de leur clientèle d'investisseurs institutionnels depuis plus de 20 ans maintenant. Ces fonctions l'ont amené à observer l'évolution de la gouvernance des sociétés cotées en bourse à travers le monde et à accompagner ses clients dans l'intégration des critères ESG. Donc Thomas est un observateur très attentif des actualités et des tendances dans le domaine de la finance durable, comme vous en doutez. Et notre troisième et dernier conférencier de cette matinée est François Bourdon. Depuis décembre 2020, François est associé directeur de Sustainable Market Strategies, qui produit des analyses financières de type ESG pour le compte de gestionnaires de portefeuille et de gestionnaires d'actifs. Et il agit également à titre d'associé du tout nouveau fonds d'investissement Nordis Capital. François compte une longue feuille de route dans la finance de marché, puisqu'il a été d'ailleurs l'un des piliers de Fiera Capital en tant que chef des placements mondiaux jusqu'à son départ à la fin de 2020. Voici nos conférenciers du jour. Bien entendu, vous avez l'opportunité, comme à chaque fois, d'intervenir, de poser vos questions, donc soit à travers la fonction questions-réponses de Zoom. En bas de votre écran, vous avez une fonction qui est liée à cela, ou directement à travers la fonction chat également. On prendra vos commentaires et vos questions tout au long de notre conversation. Juste avant de débuter notre panel, il va y avoir une petite présentation justement de la part de Thomas. Je vais te laisser la parole tout de suite pour que tu puisses commencer à nous parler justement du rapport que vous avez rendu public il y a de cela quelques semaines maintenant, qui parle de cette fameuse saison des assemblées générales qui s'ouvre et des tendances qui sont sur votre radar. Thomas, je te laisse la parole. Merci Florian. Je vais vous effectivement partager ma présentation. Donc bonjour tout le monde. Effectivement, notre rapport est sorti le 10 mars. Il est disponible sur notre site internet. Vous avez le lien, je pourrais le mettre dans le chat également. Ce rapport-là, on le publie depuis 20 ans maintenant. On se focalise essentiellement sur les sujets qui sont abordés dans les assemblées générales d'entreprise, donc tout au long de l'année, mais plus particulièrement au printemps, qui est la saison des assemblées. On a 80% des assemblées qui se déroulent entre la mi-mars et la mi-juin.
Donc, on peut voir tous les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je vous ai mis là le plan de notre rapport cette année. On s'est vraiment concentré sur ces sujets-là. J'ai entouré ceux que je vais traiter aujourd'hui rapidement, une dizaine de minutes, mais je vous invite évidemment à aller lire le rapport. Un incontournable, les changements climatiques, c'est la plus grande catégorie de propositions d'actionnaires déposées cette année à travers le monde, essentiellement Amérique du Nord, qui est toujours plus active en termes de démarches actionnariales. Mais qu'est-ce qu'on va regarder cette année? On parle de carboneutralité dans les rapports, dans les propositions d'actionnaires. Évidemment, ça se fait à la lumière de la COP26, qui a demandé donc une baisse des émissions, qui a recommandé qu'il y ait une baisse des émissions de CO2 d'ici 2030, l'équivalent de 45%, et qu'on atteigne la carboneutralité à l'échelle globale d'ici 2050. Également, la déclaration de l'Agence internationale de l'énergie qui a dit que dès aujourd'hui, il faudrait cesser tout investissement dans de nouveaux projets pétroliers. Donc, qu'il n'y ait pas d'échelle, mais que ça se fasse aujourd'hui, donc sous-entendu le plus rapidement possible. Pour accompagner cette transition-là, différentes initiatives. On a le Climate Action 100+, que certains doivent connaître, donc qui est un regroupement d'actionnaires qui a mis sur pied un indice de carboneutralité qui permet de mesurer, de comparer en fait la performance des entreprises, leur plan de transition face à l'alignement des objectifs des accords de Paris. On a également le SBTI, c'est le Science Based Target Initiative, qui a en fait, lui, créé un barème avec plusieurs gradations pour vérifier si les plans de transition, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre émis par les entreprises sont valides, sérieux, crédibles. Donc tout ça, on va le retrouver dans les propositions d'actionnaires. Quelques-unes des assemblées, des entreprises qui vont être ciblées, American Airlines, Walmart, Amazon, vous les voyez en bas de l'écran. Les démarches actionnariales, j'en parlais, donc des propositions d'actionnaires. Certaines vont demander un rapport sur l'empreinte carbone de l'entreprise avec des objectifs clairs, ciblés à court, moyen, long terme, ainsi qu'un plan, quel est le plan d'action de l'entreprise. On va aussi demander qu'il y ait un audit indépendant de ce plan d'action-là pour évaluer en fait les actions de l'entreprise. Certaines propositions demandent d'inclure dans le plan des émissions, donc ce qu'on appelle le scope 3, les émissions indirectes, donc de niveau 3. Puis aussi donc, les banques canadiennes qui ne sont pas oubliées, même si ça fait partie des bons élèves en la matière, mais on en demande toujours plus. Donc, on demande un peu pareil des cibles intermédiaires qui soient ambitieuses par rapport à leur financement dans les énergies fossiles. On voudrait un vote consultatif annuel, annuel ou pas, mais sur tous ces plans de transition, puis éventuellement créer un comité au sein du Conseil qui soit dédié au changement climatique. Rappel, sur l'année passée, on a eu quand même deux victoires importantes. Campagne de Engine Number One, qui a fait élire 3 nouveaux administrateurs issus des énergies renouvelables sur le board, donc le conseil d'administration d'ExxonMobil, et la campagne d'Aziuso, qui a obtenu les engagements de plusieurs du secteur financier, Bank of America, Citigroup, entre autres, qui sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Un autre sujet qu'on aborde, c'est le lobbying. Le lobbying, ça a toujours été un aspect important, surtout au sud de la frontière, moins au Canada parce que c'est très encadré. Pourquoi le lobbying, puis climatique en particulier? Bon, évidemment, le lobbying, vous le savez, aux États-Unis, vous savez, le lobbying est très sollicité. Il y a beaucoup d'échanges financiers de la part des entreprises vers certaines organisations. En fait, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, les entreprises s'engagent à respecter les accords de Paris, avoir un plan de transition, mais d'un autre côté, elles vont verser des fonds à certaines organisations qui peuvent être qualifiées de conservatrices. L'exemple le plus criant est Shell en 2021. La même journée, Shell dévoilait un rapport sur ses investissements dans les énergies renouvelables. Donc, très bonne nouvelle. Mais le même jour, on était publié un rapport disant que l'American Petroleum Institute, donc est un organisme de lobbying qui combat en fait toutes les politiques climatiques de l'organisation de gouvernement Biden, était le principal bénéficiaire des contributions de Shell. Donc là, on a une espèce de schizophrénie où de l'un côté, publiquement, l'entreprise dit combattre, aller vers une transition, mais de l'autre côté, elle va financer des organismes qui vont essayer de faire ralentir la réglementation climatique. Donc évidemment, tout ça est associé à plusieurs risques juridiques, réglementaires.
qu'on peut voir. D'un autre côté, toujours en matière de lobbying, on a des financements contradictoires, plus dans des aspects sociaux. On parle de diversité, de droits des femmes, où pareil, les organisations vont avoir des politiques éthiques, mais vont financer des organismes ou des politiciens qui s'y opposent à ces réglementations-là. Des exemples, on a Amgen et AbbVie qui financent le pharma, donc le Pharmaceutical Research Manufacturers of America, qui lutte contre la réforme de la tarification des médicaments aux États-Unis, et on sait que c'est un problème de plus en plus criant. Donc certains émettent l'idée que tout ce lobbying, ces financements, soient soumis au vote des actionnaires. Il n'y a pas encore de législation ou pas encore de discussion à ce niveau-là, mais c'est une idée qui commence à germer. Nous, ce qu'on observe, un des outils qu'on utilise, on en a deux en fait, l'indice CPA-Zicklin, qui regarde à la fois la transparence des entreprises et la responsabilité par rapport aux contributions politiques. Donc là, on a sur la droite de l'écran tous les bons élèves qu'on appelle. Et puis l'autre outil qu'on utilise, c'est Influence Map, qui regarde en fait l'implication de certaines entreprises dans certaines associations. Donc, on a un classement, par exemple, des entreprises les plus actives en termes de lobbying climatique. Un autre article qu'on a abordé cette année, c'est un partenariat avec Share, puis notamment donc Share qui pilote une initiative, le RRI, donc le Reconciliation and Responsible Investment, un partenariat avec le NATOA, qui est National Aboriginal Trust Officer Association. Essentiellement, on essaie de gagner, d'obtenir une meilleure perspective sur les droits des communautés autochtones dans les prises de décision dans le secteur financier. Ce que cette initiative regarde, c'est essentiellement ce qu'on appelle les PAR, donc les plans d'action pour la réconciliation, qui sont en fait une réponse à ce qu'on appelle l'appel à l'action numéro 92 de la Commission de vérité et de réconciliation sur la réconciliation économique des autochtones. Qu'est-ce que demande ce plan d'action-là? En fait, c'est cet appel à l'action, c'est en fait d'adopter le cadre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d'intégrer ce cadre-là dans les politiques de l'entreprise et les processus. Donc, on en a de plus en plus, on en voit. L'année passée, alors j'ai plus le nombre, mais ce qu'on sait, c'est que dans les 2 premiers mois de 2022, on a eu autant de plans d'action sur la réconciliation que le total de l'année 2021. Donc, on voit, c'est vraiment en croissance. Puis, qu'est-ce qu'on attend d'un PAR, donc un plan d'action sur la réconciliation? C'est d'inclure les communautés autochtones dans le co-développement de ces plans-là, qu'il y ait des engagements vraiment clairs, donc précis, qu'il n'y ait pas d'abus de langage, où on veut que ce soit très clair, que les objectifs et les délais soient pertinents par rapport aux activités de l'entreprise et qu'il y ait une transparence dans tout le processus. Donc, on a notamment 3 propositions d'actionnaires, Toromont, OneX et puis EA Financial, qui vont être déposées cette année dans ce cadre-là. Enfin, on finit avec la diversité, l'équité et l'inclusion, qui est un sujet très important. L'année passée, c'était la catégorie de propositions qui regroupait le plus de propositions d'actionnaires. Donc, si on regardait seulement en 2022, on a 100 propositions. Ça englobe évidemment beaucoup de sujets. On parle d'équité salariale. Donc, est-ce que les salariales, donc évidemment entre les différents groupes, mais aussi en fonction du genre. On parlait des peuples autochtones, donc est-ce que leurs droits sont respectés? On parle de harcèlement sexuel. Il y a eu plusieurs cas dans les dernières années de misconduct, de mauvaise conduite de la part de certains dirigeants. Et donc, et aussi donc droit civil, équité raciale. On a eu beaucoup de propositions soumises l'an passé. On va regarder tout ça. Ça, notamment la diversité. Évidemment, c'est quelque chose dont on parle souvent. Ça paraît maintenant être rentré dans le discours, mais ce qu'on voit, c'est vraiment assez clair. Là, on a tous les différents échelons dans une étude publiée par McKinsey dans les sociétés américaines. Et on voit qu'à chaque échelon, les personnes issues de groupes sous-représentés perdent du terrain. Donc, plus on grimpe, plus on a des hommes blancs. C'est un peu une caricature, mais c'est la réalité. Et donc, on a des étapes, des objectifs à atteindre qui ça paraît assez simple, mais
ce n'est pas anodin. Se fixer un objectif pour amener plus de femmes dans les gestionnaires, diversifier le pool de candidats, faire des évaluations, des formations par rapport aux préjugés inconscients que chacun peut avoir, des critères d'évaluation clairs et élargir le pool de candidats. Voilà qui fait le tour. C'est très rapide, mais merci pour votre écoute. Puis, je vais laisser la parole. Merci Thomas. On va avoir l'occasion justement peut-être de faire des deep dives tous ensemble au cours des prochaines minutes là-dessus. Un rapport comme à chaque année extrêmement instructif et qui met bien la table sur ce qui fait aujourd'hui l'actualité. On voit effectivement que c'est très riche, mais si on regarde rétrospectivement un petit peu dans le miroir, on constate que les derniers mois, la dernière année, ont été quand même marqués par un intérêt grandissant là, pour l'ensemble des considérations ESG. Je pense qu'il n'y avait pas une journée sans que un article, un rapport ou peu importe, là, il y ait une nouvelle information qui paraissent dans le domaine de l'environnement, des enjeux sociaux, la gouvernance, etc. Puis cet engouement, on l'a constaté chez nous au Québec, on l'a également vu, bien entendu, à l'international. L'actualité, elle continue d'être d'ailleurs très, très riche actuellement là, sur le front de la finance durable. Puis Thomas a mis ça de façon admirable en évidence. Peut-être pour commencer, Tamara, François, je vais rester avec vous là quelques instants. On a des tendances que Thomas nous a présentées, mais je me demandais, est-ce que de votre côté, vous voyez d'autres enjeux particuliers là, qui popent sur votre radar et qui n'auraient pas été abordés par Thomas dans sa présentation? Peut-être avec, on va commencer avec toi, Tamara. Ah oui, bien sûr. Merci, Florian. Puis merci, Thomas. C'est super intéressant. Puis c'est vraiment un bon rapport. Puis j'inviterai tout le monde à consulter ce rapport. On apprend plus. Il y a beaucoup d'autres tendances et de facteurs ou de risques ESG. Je dirais deux des plus gros qui sont vraiment en haut de l'agenda, certainement pour nos clients, pour les investisseurs. C'est la biodiversité. C'est devenu rapidement un risque systémique. Quand tu y penses, tout ce qui touche à la terre, que ce soit un investissement ou un modèle d'affaires d'une compagnie, tu peux avoir un risque de diversité. Alors, c'est très relié avec le changement climatique, mais ça devient vraiment top of mind, si tu veux, pour nos investisseurs. Je dirais l'autre point ou l'autre risque ou enjeu, c'est vraiment le capital humain ou le risque de capital humain dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est pas simplement un case à cocher, peut-être dans le passé, mais c'est plus comme ça maintenant avec toute la transparence qu'on a, avec les données qu'on peut avoir sur notre chaîne d'approvisionnement. Mais c'est important aussi de noter qu'une perspective nord-américaine, c'est important de regarder ces risques de perspective locale. Fait que, par exemple, quand on regarde les lois sur le travail des enfants, ce Child Labor Laws, quand on regarde une perspective nord-américaine, c'est très différent dans les pays émergents, par exemple. Alors, quand on fait notre évaluation de ces risques, c'est important de le voir d'une perspective locale. Fait que ça, c'est juste deux risques ou deux enjeux, mais je suis certain que François en a d'autres. Et de ton côté, François, c'est les mêmes ou c'est drôle parce qu'on ne s'était pas parlé avant la séance, mais la biodiversité, c'est vraiment un point qui est très important pour nous. Là. Pour nous, la nature est très fragile, puis il y a un cercle vicieux qui s'installe entre la biodiversité et les changements climatiques. Donc, on pense que ça va être la prochaine étape. À mesure que le climat est plus difficile, la biodiversité diminue, puis on voit une corrélation très forte entre les deux. Puis peut-être l'autre point qui a été touché quand même assez brièvement par Thomas, mais c'est plus au niveau de l'équité sociale. On voit la pyramide du pouvoir dans laquelle les boys clubs s'octroient des salaires faramineux, puis s'encouragent mutuellement. Donc ça, avec plus de diversité, puis je pense que c'est quelque chose qui va probablement s'estomper avec le temps, avec le pouvoir de la société en général et de l'intérêt pour le ESG. C'est deux éléments qui devraient être favorisés dans les prochains mois, voire prochaines années. Parfait.
Merci à vous deux. Donc, on voit capital naturel, biodiversité, les enjeux de BI, bien entendu, qui reviennent très régulièrement. Mais dans vos réponses, bien que les enjeux sont très nombreux, il y a quand même une composante où je dirais là un tronc commun qui nous ramène plus précisément vers l'environnement, en particulier la lutte contre les changements climatiques. Il y a quelques semaines à peine, ça a à peine effleuré les manchettes, là, mais plus 30 degrés au-dessus de la normale en Antarctique, plus 40 degrés en Arctique. Donc, 30 degrés, plus 30 degrés en Arctique, plus 40 degrés en Antarctique par rapport à la normale. Je pense que la claque de Wissus a évincé cela. Ça a fait davantage les manchettes, mais on voit que les questions de changement climatique sont extrêmement importantes. Puis d'ailleurs, en novembre dernier, à la COP26, qui s'est tenue à Glasgow, on a vu une nette accélération là, du rôle joué par les acteurs financiers dans l'action climatique, notamment sous le leadership de McCartney, là, un peu plus de 136 000 milliards d'actifs de gestion qui sont aujourd'hui mobilisés pour soutenir la transition, là, à la fois du côté des asset owners, des asset managers, du côté du bancaire, de l'assurance, etc. On a vu des annonces toutes récentes du côté de la SEC au sud de la frontière. Aujourd'hui même, l'ISSB qui publie ses deux premiers exposure drafts sur les exigences climatiques, les exigences générales d'un point de vue de l'information extra-financière sur les questions de durabilité. Ça s'emballe, mais est-ce qu'on doit s'attendre à un tsunami réglementaire pour forcer justement des objectifs climatiques ambitieux? Puis, à la suite des acteurs financiers, est-ce que les acteurs aussi du monde économique, les entreprises en particulier, vont emboîter le pas et vont accélérer en matière de divulgation climatique? J'aimerais bien un peu vous entendre aussi là-dessus, tous ensemble, tous les trois, peut-être en commençant avec toi, Thomas. J'ai l'impression que en fait, ça va bizarrement peut-être plus venir des entreprises, que c'est les gouvernements qui vont emboîter le pas aux entreprises, parce que si on voit certaines, notamment aux États-Unis, on a l'impression que alors je ne dis pas que tout le monde, mais certains leaders sont vraiment en avant de la courbe. Puis ils n'attendent pas à ce que le gouvernement lui impose des contraintes. Est-ce qu'on doit s'attendre à un tsunami? Je l'espère. Maintenant, je pense qu'il y a un rapport de force qui arrive entre les gouvernements. Ça se voit en Union européenne, même si il y a un règlement commun dans l'Union européenne, ben, chacun reste un peu autonome dans ses propres définitions. Puis pourquoi moi je me mettrais des contraintes et je me tirerais un peu une balle dans le pied si mon voisin ne le fait pas? Donc oui, il y a la contrainte climatique, puis tout le monde en est conscient. C'est juste que les systèmes sont tellement complexes à faire bouger, puis ça rentre un peu dans la géopolitique, je pense que ça va mettre encore du temps, malheureusement. C'est ma vue. Tamara, est-ce que tu as... Oh, pardon, vas-y, François. Moi, ce qui m'a frappé à COP26, c'est que l'argent semblait être en avance sur les gouvernements. Donc, ça, c'était les commitments net zéro, il y en a eu plein. Je pense que les gouvernements vont suivre en Europe avec la réglementation. C'est vraiment à l'avance. Là, la crainte que j'ai, c'est avec la guerre en Ukraine. Est-ce que la guerre au changement climatique va prendre le second plan? Puis il y a beaucoup en anglais, on appelle ça du horse trading dans le monde dans le monde de la politique, alors que dans le monde financier, on semble avoir un intérêt commun parce que, à mon avis, il va y avoir des sommes d'investissement faramineuses qui vont devoir être déployées pour faire face au changement climatique. Donc, les marchés financiers, ils voient leur compte et sont en avant de la parade à cet égard-là. Tu as la même lecture, Tamara? Oui, moi, je suis d'accord avec Thomas et François. Je pense, bien, en Europe, c'est sûr, les autorités réglementaires sont un peu en avance. En Amérique du Nord, je dirais qu'on est plus touché. Ça ne veut pas dire, puis il y a des pour et des contre dans les deux cas, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre les règlements. Il faut vraiment être proactif, puis il faut réagir. Puis c'est ça qu'on voit côté investisseurs,
Puis comme François a mentionné, en sortant de COP 26, le volume d'engagement commitment net zéro a été vraiment stupéfiant. Je pense que si on inclut les gestionnaires d'actifs, les propriétaires d'actifs, les banques centrales, les institutions financières, les compagnies d'assurance, on a plus que 350 000 milliards d'actifs sous gestion qui ont été commis à des portefeuilles net zéro. Sauf, très important de mentionner, c'est que la plupart de ces initiatives reposent sur le fait que les investisseurs doivent vraiment réduire ou supprimer les émissions de carbone dans l'économie réelle. Il y a beaucoup d'investisseurs il y a la confusion, disons, de c'est quoi un portefeuille net zéro. C'est pas simplement aller long des compagnies à faible émissions puis aller short des compagnies avec des émissions plus hautes. C'est vraiment de réduire les émissions dans l'économie réelle. Alors, la portion de ces actifs sous gestion qui peuvent vraiment aujourd'hui arriver à net zéro, c'est beaucoup moins. Puis c'est un point important à faire. Il y a plusieurs questions qui commencent à rentrer là dans le chat, dans le Q&A. Je vais en prendre une, puis je vais peut-être changer la séquence parce qu'effectivement, on avait l'ambition, la volonté de parler de ce qui se passe un petit peu là sur le continent européen actuellement. Là, bien entendu, vous le savez, il y a des drames qui se jouent, il y a un conflit. Il y a Pierre Fichet qui nous pose une question. Est-ce que vous voyez en Europe une tendance à l'accélération de la transition énergétique, par exemple à l'abandon ou la sortie des énergies fossiles, en provenance de la Russie en particulier, comme conséquence de l'agression en Ukraine, ce qui m'amène à parler effectivement du rôle que joue le secteur de la finance durable ou l'analyse de l'ESG ces derniers temps. Je suis sûr que les analystes de l'ESG voyaient popper là, des alertes rouges sur leur tableau de bord, rouges très très vives à mon avis, et ce bien avant d'ailleurs le déclenchement de la guerre en Ukraine. On peut parler des droits de la personne, liberté de la presse, liberté politique, etc. Puis en lien avec la question de Pierre, est-ce que vous voyez là de vos côtés le drame qui se joue sous nos yeux, malheureusement, là, qui peut être déclencheur de certaines pratiques en finance durable. Donc, on parlait peut-être d'accélérer la transition énergétique, mais je serais curieux de vous entendre effectivement là-dessus. François? Oui, c'est une question très complexe qui a plusieurs volets. Donc, je vais commencer avec le volet qui, moi, me perturbe un petit peu plus. Je suis très inquiet pour la nourriture en 2023, donc la famine qui risque de se produire parce qu'il va y avoir moins de fertilisants qui vont être disponibles. On va avoir une combinaison de changements climatiques, de sécheresse, un manque de prévisibilité, puis deux des plus grands exportateurs de nourriture et de fertilisants qui seront peut-être pas au rendez-vous. Donc ça rend la chose complexe, puis ça fait en sorte que des décisions à long terme vont peut-être devoir être mises de côté pour des décisions à court terme. Mais ceci étant dit, moi, je pense qu'on assiste à un changement de garde dans ce qui se passe présentement. Là, le peace dividend qu'on a connu depuis 1990 sera plus présent. L'armement va être en forte hausse. Puis un des points qui je pense, qui va caractériser l'environnement d'investissement pour les 30 prochaines années, puis qui est en lien avec ESG, ça va être un mouvement de l'efficience vers la résilience. Donc, l'efficience, c'est ce qu'on fait depuis 1990. On essaie d'avoir la production à plus faible coût un petit peu partout dans le monde, le libre mouvement des personnes, libre mouvement des services, libre mouvement des bateaux. Et on a vu avec la pandémie, on le voit avec la pénurie de main-d'œuvre et là, maintenant, on le voit avec la guerre en Ukraine. Ça va être un élément qui va être à surveiller très important. Donc, peut-être que les chaînes d'approvisionnement plus courtes, plus résilientes, vont faire en sorte que ça va aider les changements climatiques en même temps. Puis le dernier point que je ferais, c'est un prix du pétrole élevé est généralement bon pour la transition parce que soit qu'on va consommer moins, soit qu'on transforme l'industrie.
Puis moi, je pense que la transformation de l'industrie est nécessaire en général. La partie néfaste, c'est que le prix du pétrole est aussi accompagné par un prix des intrants nécessaires à bâtir des éoliennes et des panneaux solaires qui sont élevés. Mais je pense que le nucléaire va contribuer de façon importante à passer à travers la période. Donc, je pense juste à des pays comme l'Allemagne qui ont fermé des centrales nucléaires, qui n'auront peut-être pas besoin de le faire. Et pour l'Europe, c'est vraiment un réveil d'être tellement dépendant sur des importations de pétrole et autres intrants que j'imagine, je pense qu'il va y avoir une transformation. Mais on est au début, c'est les balbutiements, mais je pense que c'est quelque chose de significatif qui se passe présentement. Tamara, Thomas, je serais curieux de vous entendre sur justement ces accélérateurs de la transition ou de pratiquer de finances durables avec ce conflit là, qui révèle certaines pratiques. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Vas-y, Tamara. Oui, ben, je pense qu'il y a, puis merci François, vraiment des bons points que tu as soulevés. Puis je pense qu'on voit deux impacts quand on regarde le conflit en Europe et l'ESG. C'est sûr que l'ESG n'empêchera pas tout, là. Puis on entend souvent, ah, mais tu es un investisseur ESG ou tu intègres les facteurs ESG ou tu es un investisseur responsable. Comment tu avais des positions en Russie. Puis, mais je pense que peut-être la meilleure question, ça serait, c'est quoi la profondeur de votre analyse ESG niveau macro? Fait que je pense qu'on va voir de plus en plus les facteurs ESG dans les exposures des pays, des portefeuilles puis des investisseurs. Tu peux regarder plein d'affaires. Il y a beaucoup de services de données qui peuvent donner des évaluations par pays pour les facteurs ESG ainsi que les facteurs climatiques, c'est sûr. Puis ça peut rentrer vraiment dans une bonne évaluation de risque pour un investisseur au niveau de leur portefeuille. Je pense que le deuxième impact, c'était intéressant de voir. C'est pas un impact, mais vraiment une observation. Si on a vu des grandes compagnies multinationales qui sont sorties de la Russie très rapidement durant le conflit, pendant les derniers mois ou semaines, on dirait. Puis, je pense qu'il y a 5 ans, on n'aura pas vu ce type de mobilisation de ces compagnies multinationales. C'est probablement à cause du fait que leurs CA, leurs boards sont en train de regarder leur vision comme compagnie durable ou ESG. Alors, c'est beaucoup plus vite de pivoter parce qu'ils savent que leurs stakeholders, leurs parties prenantes, vont leur supporter dans ces décisions. Puis, il y a 5 ans, probablement, ça a été beaucoup plus difficile pour ces compagnies. Effectivement, il y a ces éléments-là. Puis, ce que je vois, c'est que pour l'instant, je pense qu'on ne mesure pas tout à fait les effets. Tout le monde le ressent, une inflation. Oui, les prix augmentent, mais on n'a pas vraiment de pénurie. Si on va faire notre épicerie, en tout cas au Canada, dans les pays développés, il n'y a pas vraiment, notre quotidien n'a pas changé. Si on fait un bond de 1 an, 2 ans en avant, peut-être que certains biens vont être rendus hors de prix. Puis là, c'est comme dit François, on va être forcé d'intégrer dans notre prix toutes ces externalités-là, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là. Ça reste une théorie économique, mais pour l'instant, est-ce que c'est normal de payer un ordinateur particulier, mais de payer un t-shirt $1? Et peut-être pas, il y a un coût qui va avec ça. Donc oui, d'après moi, on va rapatrier certaines productions, puis on commence à le voir en Europe pour des raisons de le coût du transport qui augmente, la qualité qui n'est plus forcément au rendez-vous, l'émergence de la classe moyenne dans les pays qui fabriquaient. Ça fait que c'est plus si intéressant de faire le tour de la planète à nos objets qu'on consomme. Puis, on préfère mettre l'accent, on va financer des emplois locaux. Ça va bénéficier l'économie, on n'a plus de coûts de transport, on a un meilleur contrôle sur notre qualité, notre production. Donc, comme dit François, resserrer les cours, les cycles
les circuits. Puis moi, je m'attends à ce qu'il y ait une intégration dans les prix. Donc oui, il y a l'aspect énergétique, mais l'aspect carbone aussi. Présentement, on parle de la taxe carbone, combien elle devrait être. Je pense que c'est ce conflit-là, si on en ressort quelque chose, c'est qu'il y a un impératif pour intégrer ces données-là. Internalisons les externalités négatives. Exactement. Et Arthur Pigou, qui sont économistes de formation. Et on voit qu'effectivement, là, de plus en plus, il y a les notions d'impact qui reviennent. Vous parlez d'intégration ESG dans les analyses, etc. Mais il semblerait que le centre de gravité, là, petit à petit, de la finance durable passe de cette fameuse intégration vers l'impact. On veut avoir du poids, on veut avoir un effet sur l'entraînement par rapport à la transition énergétique, transition climatique, net zéro, etc. Et c'est de plus en plus important, ça se dit très bien dans le secteur financier, là, et nos institutions sont au cœur de cette transformation de grande ampleur. Puis d'ailleurs, elles ont aujourd'hui là des demandes ou une pression de plus en plus forte qui s'exerce de la part de la partie prenante, tant les clients que prenantes internes, externes, etc. Et l'évaluation de la fameuse performance ESG semble encore quand même aujourd'hui là une montagne à gravir. Et on a des métiers dans la finance durable qui se complexifient. Il faut prendre en compte tous ces facteurs-là dont vous parlez, ou toutes ces tendances, biodiversité, capital naturel, capital humain, enjeux de DI, enjeux aujourd'hui géopolitiques, etc. C'est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on compare les choses aujourd'hui? Et pour beaucoup, là, pour tous ceux qui sont comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui, attentifs de la scène de la finance durable, on parle souvent là, de la fameuse soupe à l'alphabet. C'est vrai. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Peut-être si on fait un zoom ensemble, Tamara, François, selon vous, là, et puis d'ailleurs, je faisais référence aujourd'hui à l'annonce de l'International Sustainability Standard Board. On voit aussi en Europe les travaux de l'EFRAG. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende là aussi à un resserrement un petit peu là, au niveau mondial de toutes les normes et les standards en matière de divulgation ou de performance de jeu pour un peu plus de transparence et de comparabilité là aussi au niveau des produits d'investissement? Puis le corollaire de cette question-là, est-ce que ça va aussi freiner un peu là, le greenwashing? Parce qu'on le sait, on l'entend, on se rend compte, là, des fois, il y a les impacts qui ne sont pas au rendez-vous de ce qu'on disait. Là, les produits ne sont peut-être pas nécessairement aussi verts qu'on le prétendait, etc. Donc, est-ce que c'est une façon aussi de se prémunir contre ces risques-là? Vous pouvez y aller. Je peux peut-être commencer, Tamara, tu poursuivras. Donc, au niveau de l'Europe, évidemment, c'est en avance. Je pense que ça va continuer, qu'il va y avoir un meilleur encadrement. D'après moi, les greenwashers vont avoir plus de difficultés lorsqu'il va y avoir plus de divulgation. Il semble y avoir un mouvement de fond pour qu'il y ait plus d'informations. Et je pense que dans 5-10 ans, l'information financière qu'on a actuellement va être complémentée par un équivalent aussi adéquat en information extra-financière. Donc ça, c'est pas juste un souhait. Je pense qu'on est rendu là. Un des problèmes, je dirais le plus grand problème qui existe encore dans le monde ESG, c'est que, ou Impact, c'est que c'est principalement les départements de marketing qui sont responsables des enjeux ESG. Puis, il faut que ça traverse vers la gestion de portefeuille. Dans bien des cas, c'est le marketing qui prend le portefeuille existant, qui bâtit une histoire, qui est plus ou moins en harmonie avec la gestion de portefeuille. Puis, c'est un peu un spin historique ESG de ce qui se passe. Moi, je pense que les choses vont changer. D'ailleurs, notre business est basé là-dessus. Je pense que celle de Tamara aussi est basée là-dessus. Donc, la meilleure façon que ça change pour que les front office adressent des facteurs ESG, c'est qu'ils fassent de l'argent avec. Donc, on voit que c'est des choses importantes. Il y a plein d'externalités, le prix de l'eau, le prix du carbone qui ne sont pas mesurés. Il y a beaucoup de monde qui ont pillé le capital naturel pour faire de l'argent.
Ça va changer et je pense qu'il y a, une dynamique qui est en train de se matérialiser. Au niveau de l'impact, la mesure de l'impact, dans les marchés publics, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des compagnies qui sont pures et qui ont une taille qui est importante. Dans les marchés privés, c'est plus simple, c'est plus direct, mais ça a un impact moins grand. Puis un dernier élément que je voudrais mentionner par rapport à ça, et je pense que c'est le plus important au niveau des changements climatiques, on fait beaucoup des mesures de gaz à effet de serre actuelles. Donc, c'est très facile d'avoir un portefeuille qui est constitué principalement d'entreprises pharmaceutiques et d'avoir proche de zéro. Mais il n'y a aucune de ces entreprises-là qui vont solutionner le problème des changements climatiques. Donc, quelque chose de plus important, ce sont les solutions. Donc, d'avoir les mains dans la partie industrielle de l'économie, c'est quelque chose qui est important. Donc, avoir les solutions et aussi avoir les réductions de gaz à effet de serre. Donc, le delta entre ce qui a été émis cette année et émis l'année prochaine, selon moi, est plus important que le delta complet. Puis d'après moi, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le monde de l'énergie, du transport, qui vont être les entreprises qui vont nous aider à nous sauver des effets néfastes des changements climatiques. Merci, François. Tamara? Oui, merci François. Peut-être je pourrais parler, aborder un peu plus côté des produits d'investissement puis des fonds en particulier, qui sont nommés ESG. Il y a tellement de différents types de fonds. Maintenant, on a ESG intégré, SRI, climat, vert foncé, vert pâle. C'est très, très, très mêlant pour les investisseurs. Mais puis je pense qui porte le plus de confusion, c'est ESG intégré. Il y a tellement de façons d'intégrer les facteurs ESG. Quand je vois un fonds qui dit, ben, on est un fonds d'investissement durable parce qu'on intègre les facteurs ESG, il y a juste tellement de façons de faire que ça porte beaucoup, beaucoup de confusion. Mais ce qui est important, puis malheureusement, il faut juste faire ton due diligence sur un fonds, c'est de savoir c'est quoi l'intention en arrière d'un fonds. Alors, pour reprendre le point de François, c'est l'équipe d'investissement, c'est l'équipe de front office, c'est les gestionnaires, c'est quoi leur stratégie quand ils regardent le côté ESG. Puis ça devrait sortir dans l'intention ESG d'un fonds. On peut le retrouver des fois dans les prospectus, mais pas tout le temps. Alors, c'est vraiment important d'aller un peu plus au profond, puis pour savoir c'est quoi. Malheureusement, les standards puis les normes ne sont pas là encore. On va avoir les standards CFA Institute qui sont sortis en novembre passé, qui sont très intéressants. Puis ça regarde le type de fonds, puis c'est quoi qu'il faut divulguer vraiment au niveau des facteurs ESG, thématiques, impact, etc., qui va éclaircir ce problème, mais on n'est malheureusement pas rendu là encore. Et je me dis quand même, parce que peut-être des personnes d'expérience, manger de la finance durable tous les jours, de la respirer quasiment, et je suis conscient que vous êtes plutôt présente dans le domaine institutionnel, mais je ne peux m'empêcher de faire un lien avec une des questions qui a été posée dans le chat, parce qu'on le voit aussi, l'une des prochaines grandes vagues qui s'en vient au niveau de la finance durable et de l'investissement, c'est aussi du côté du particulier, de l'épargnant, de monsieur, madame, tout le monde au quotidien. Et la courroie de transmission est bien souvent le conseiller. Et je pense que c'est Karine qui posait une question là-dessus. Je suis aussi curieux de vous entendre. Je comprends, ce n'est pas votre domaine d'expertise, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les conseillers financiers, ceux qui sont vraiment aussi au contact directement d'une clientèle particulière, sont aujourd'hui bien outillés? Est-ce qu'ils ont le niveau de connaissance, de compétences suffisant là pour pouvoir pointer certains produits d'investissement dits responsables ou un peu plus durables là, pour une clientèle individuelle, mais au-delà en fait de cette connaissance-là, de quelle façon on est capable de renforcer ou d'accélérer, comme il demande de Karine, de comment favoriser qu'ils soient davantage outillés pour accélérer le mouvement ou l'ampleur de la finance durable?
Ouais, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question. Il faudrait parler à des personnes dans les institutions financières. Mais je pense que si vous êtes sur ce panel-là, vous avez probablement fait l'expérience vous-même de demander à votre conseiller qu'est-ce que faisait votre institution, que vous vouliez aller vers des placements plus durables. Puis probablement que la réponse a été oui, il faut que je regarde. Bon, c'était pas straightforward, c'était pas une réponse claire et structurée. Donc, je m'excuse d'avance auprès de mes amis qui travaillent dans ce domaine, mais je pense qu'il y a un petit retard, puis ce n'est pas nécessairement le blâme à leur porter, mais comment on peut faire, c'est de la formation. Il y a énormément de ressources, c'est l'avantage, on est en 2022. Il y a énormément de ressources disponibles, certaines gratuites, certaines des professionnels comme Tamara qui fait ça, nous dans une moindre mesure. Donc, les institutions peuvent s'outiller. Elles ont les ressources aussi en interne pour des formations. On en a de plus en plus, rien qu'à Montréal, on peut aller chercher des certifications. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit retard, mais rien d'impossible à surmonter. Ouais. Pour ma part, ben, des petits trucs simples là, qui font en sorte que tu peux déceler l'intentionnalité, ça prend une analyse plus profonde. Mais regarder les positions. Puis quand tu vois que parmi les positions du portefeuille, ben, c'est quasiment, ils ont 500 positions, puis c'est les mêmes 500 que le S&P 500. C'est certainement, ça peut être tagué ESG, mais c'est beaucoup plus du greenwashing. Donc, ça, c'est quand même assez facile de regarder. Quand tu regardes les top 10, puis si les top 10 du fonds en particulier, c'est les mêmes top 10 que dans l'indice qui essaie de battre, tu sais que l'intentionnalité n'est pas très forte dans ces cas-là. Donc, des petits trucs simples comme ça qui ne demandent pas une formation, là, c'est juste le gros bon sens. Puis, c'est une bonne façon aussi de l'expliquer aux clients que nous, on veut avoir une approche plus ESG, plus durable et on ne détient pas la même chose que l'indice. On a des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, je pense que c'est les meilleures façons. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de confusion pour c'est quoi la définition de ESG ou un fonds, un investissement durable aussi. C'est pas évident. On voit des fonds qui sont tagués investissement durable parce qu'ils sont à faible émission de carbone, par exemple, dans les sécurités. On voit aussi des fonds qui investissent uniquement dans des entreprises qui ont des conseils d'administration qui comptent au moins 30 de femmes sur les conseils. C'est aussi tagué à un fonds ESG. Alors, il y a plusieurs façons. Les deux sont bons, c'est sûr, sont juste très différents. Alors, c'est beaucoup d'informations pour les conseillers en finance, mais comme Thomas et François dit, il y a quand même du potentiel d'éducation. Il y a beaucoup de ressources maintenant sur le marché. Fait qu'il y a une façon d'augmenter le niveau d'éducation des conseillers. Je peux juste me permettre un rapide commentaire. Il y a, en fait, ce qu'il faut, c'est challenger tout simplement son conseiller. Puis donc, pas rentrer dans un combat là, mais vraiment avoir une approche constructive de voilà, moi j'ai certaines valeurs, ça me préoccupe, j'ai des enfants, des petits-enfants, le climat ou certaines considérations sociales me préoccupent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis, il y a un outil très simple sur le RIA, donc l'Association d'investissement responsable canadienne, qui est en fait un filtre où on peut chercher des différents fonds d'investissement en fonction de nos critères. Est-ce qu'on veut du capital garanti, un fonds plus long? Est-ce qu'on veut une thématique sur l'eau? Il y a comme des centaines de possibilités. Donc, on peut déjà soi-même faire son petit marché, puis même si on est moins confortable avec ça, ben, au moins venir auprès de son conseiller en disant j'ai trouvé ça, je me pose des questions, est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, juste, je pense que si chacun challenge pendant son rendez-vous annuel avec son conseiller, ben, ça va forcément mettre une pression depuis le bas. Je pense que d'ailleurs, RIA propose aussi une forme de certification ou d'attestation pour les conseillers qui sont directement en contact avec une clientèle particulière pour s'assurer qu'ils maîtrisent les concepts de base de l'investissement responsable de façon à pouvoir orienter et guider de la manière la plus adéquate possible les clients.
Mais le corollaire que j'ai de cette question-là aussi, c'est parce que oui, l'éducation, la sensibilisation, etc., la certification des individus, mais est-ce qu'au final, ça ne va pas prendre à un moment donné un label aussi sur les produits d'investissement grand public, comme on le voit d'ailleurs en Europe. Tamara, tu parlais de cet institut qui commence à se poser la question ou à vouloir certifier certains fonds. Mais est-ce que ce n'est pas une approche aussi qu'on va voir revenir peut-être chez nous, là, en Amérique du Nord, qui présente déjà en Europe, ça fait une trentaine d'années qu'il y a des labels pour les produits ISR, investissement social. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir arriver pour vous? Est-ce que ça va arriver? Le marché est en train de se structurer, donc c'est une avenue qui peut être envisagée. Moi, j'aurais un petit bémol. Ça dépend toujours, un peu, Tamara disait, ESG, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Donc, ça dépend comment c'est fait. Si on fait le parallèle qui est un peu facile, mais avec notre épicerie, on a des labels bio, des labels responsables, mais est-ce qu'on a payé pour ce label? Est-ce qu'il y a un audit indépendant qui est fait derrière? Est-ce qu'on a une vérification? Donc, toujours cette… Le diable est dans les détails. Exact, c'est ça. Moi, je serais pour, puis j'espère que ça arrive si c'est un organisme indépendant partial qui fait cette certification-là, puis qu'il n'y a aucun lien financier. Mais c'est ça. Est-ce que je pense qu'en Amérique du Nord, on est plus dans une approche de conformité, donc je ne suis pas sûr que on aille vers cette avenue, mais je peux me tromper. On parle beaucoup depuis tout à l'heure justement de finances de marché, de résultats, d'actifs, etc. Mais il ne faut quand même pas oublier que derrière tout ça, on a des femmes, on a des hommes aussi qui se trouvent actuellement au cœur de toute cette transformation pour soutenir d'ailleurs les questions ou nos objectifs ambitieux là, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette semaine d'ailleurs, le gouvernement du Canada a annoncé le financement de son plan de transition, là, un peu plus d'un milliard de dollars qui doivent soutenir l'atteinte des objectifs de carboneutralité d'ici 2050 à l'échelle fédérale. Mais la transition s'associe également à la question de justice dans cette transition. Et puis dans ce contexte-là, comment s'assurer qu'on n'ait pas des gens qui restent sur le carreau et que ce soit synonyme de justice et d'équité? Thomas, on a peut-être quelques minutes avec toi là, pour en jaser ensemble. Comment tu vois ça? Effectivement, Tamara parlait d'économie réelle là, pour le carbone, mais il y a un impact effectivement. Puis au Canada, on en est plus conscient parce que certaines provinces produisent beaucoup, puis donc forcément, il y a des hommes et des femmes derrière ça. Et des communautés. Donc, c'est en fait, tu fais référence au concept qu'on appelle de transition juste, just transition ou transition équitable, qui en fait s'assurer que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment de certains groupes ou communautés. Au Canada, il y a, en ce moment, en fait, il y a une consultation qui a été lancée à l'été, oui, puis qui dure jusqu'à fin avril, où le gouvernement appelle en fait les syndicats, les ONG et différentes entreprises, ainsi que les provinces, à émettre leurs commentaires sur tous ces sujets-là et éventuellement envisager une réglementation, donc une loi sur la transition équitable. Essentiellement, il y a 3 objets dedans. Dans cette transition équitable, il y a préparer la main-d'œuvre. Donc, en amont, on est suffisamment en amont pour dire l'impact va être de tant d'emplois ou de tant de millions de dollars sur l'économie. Donc, comment est-ce que je m'assure que mon opérateur sur une plateforme pétrolière, demain, il ne soit pas au chômage? Je n'ai pas besoin de lui payer des indemnités, mais au contraire, je vais plutôt que lui payer des indemnités, je vais lui payer une formation pour qu'il puisse travailler dans le solaire. Ça a l'air très simple dit comme ça ne va pas se faire comme ça, mais il y a des façons, justement, c'est l'objet de toute cette consultation-là, c'est regarder, en fait, c'est très local. Puis là, on parle de, évidemment, l'Alberta, la Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, puis Nouvelle-Écosse. Comment, dans quasiment à chaque communauté, c'est quoi les emplois, c'est quoi l'impact et comment est-ce qu'on peut faire un maillage avec des entreprises pour qu'il y ait une transition. Deuxièmement, c'est un peu en même temps, mais c'est recenser toutes les initiatives qu'il y a.
ça va être quoi le besoin dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et comment on s'assure que ce besoin est répondu en termes humains, donc ça implique beaucoup la formation. Et l'autre chose, c'est de s'assurer en fait que ce ne soient pas des décisions qui soient prises dans des bureaux à Ottawa, mais que les travailleurs et les communautés soient impliqués dans cette prise de décision-là, parce que ça va impliquer leur vie, leurs conditions de vie. Peut-être que d'en parler de l'opérateur sur une plateforme en Alberta, best case scénario, il va pouvoir se reconvertir dans le renouvelable, mais ça ne va peut-être pas être au même endroit. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'il déménage, donc il va être content de garder un emploi stable pour plusieurs années, mais il reste qu'il y a un impact pour lui, sa femme, est-ce que sa femme travaille dans la région, est-ce que ses enfants, donc c'est tout ça. Il y a déjà des mesures qui ont été prises pour accélérer cette transition-là, plusieurs milliards de dollars. Je parle rien qu'à l'échelle du Canada, mais il y a les mêmes réflexions dans à peu près tous les pays, même pas que producteurs, même les pays consommateurs. Il y a une transition qui va s'opérer, puis il y a ces réflexions-là qui sont faites. Il y a des initiatives, Climate Justice Alliance, Just Transition aussi. Donc, il y a des efforts qui sont mis. Mais donc, puis, dernière chose, je finis rapidement, l'inclusion, j'en parlais dans ma présentation, mais s'assurer que cette transition-là ne se passe pas au détriment de certaines communautés. Alors oui, des travailleurs, mais aussi dans ces communautés-là, on ne veut pas que les femmes ou les minorités qui soient sous-représentées en pâtissent non plus. Donc, on veut qu'il y ait de l'inclusion dans cette transition-là. Merci Thomas. Ça me permet peut-être de faire un dernier point sur une des questions qui avait été posée aussi, parce que tout ce que tu viens de nous dire est très en lien avec le plan de transition énergétique ou climatique qu'on a au Canada. Puis c'est Jacques qui nous posait cette question-là. Quelle est votre lecture là, de ce plan qui a été déposé cette semaine? Et je pense aussi, là, est-ce qu'il y a un alignement aujourd'hui avec le secteur financier? Est-ce que les choses sont bien agencées de façon à pouvoir atteindre les cibles qu'on s'est fixées? Peut-être François, Tamara, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Je ne peux pas dire que j'ai regardé le plan dans ses menus détails, mais en gros, ça me semblait quand même assez ambitieux. La dynamique de sécurité énergétique à l'échelle globale, particulièrement à l'Europe, va peut-être rendre cette situation-là un petit peu plus complexe, mais j'ai été impressionné par l'ambition derrière le plan. J'ai trouvé ça ambitieux. Tamara, un plan ambitieux? Est-ce qu'on aura les moyens de nos ambitions? Très ambitieux, c'est excellent de le voir. Comme Thomas a dit, c'est la transition juste très importante pour le Canada, à voir comment ça configure dans tout ça. Mais oui, je ne l'ai pas regardé en détail non plus, mais excellent de voir. Puis oui, très ambitieux. Parfait. Il nous reste à peine 1 minute. Malheureusement, ça a été trop court. Comme à l'habitude, Tamara, Thomas, François, je tiens à vous remercier très, très chaleureusement pour cette heure partagée ensemble. C'est des échanges extrêmement riches et pour sûr, il va falloir qu'on les poursuive dans le futur et pas si éloigné que ça. On voit que notre secteur, qui est celui de la finance durable, est en constante évolution. Puis souvent, j'aime prendre le parallèle de la courbe de Gartner pour les innovations. Vous avez certainement vu là, cette courbe qui monte, qui descend et qui remonte après. Et il y a toujours des triggers, des déclencheurs de l'innovation. C'est exactement la même chose dans la finance durable. La crise climatique, la pandémie, on voit là les conflits armés, la géopolitique, etc. Ce sont des déclencheurs, des accélérateurs de la finance durable qui nous amènent peut-être à un moment donné à avoir des attentes un peu exagérées par rapport à ce que la finance durable peut soulager comme peine. Et à ce moment-là, on a un peu des désillusions. On entend parler justement de greenwashing, d'impacts qui ne sont pas au rendez-vous, etc. C'est normal, c'est un secteur qui est encore très, très émergent, il ne faut pas l'oublier. Et comme tout secteur émergent, il a besoin de se confronter à la réalité des utilisateurs, des praticiens. Et c'est ce qui amènera vraisemblablement, je pense, la finance durable
à devenir réellement mainstream et que dans quelques années, on ne parlera plus de finance durable, mais on parlera de finance tout court. Donc, merci encore une fois, Tamara, Thomas, François. Je vous donne rendez-vous très, très prochainement pour ceux qui sont intéressés pour nos activités, bien entendu, sur le site de Finance Montréal, sur notre page événements. Vous avez toute l'actualité. Le 18-19 mai prochain, le sommet de la finance durable, deuxième édition, revient en format hybride. Vous pouvez bien entendu également vous tourner vers Sustainable Market Strategies dans le Capital pour leur actualité, Close Group Consulting également, et une mine d'informations du côté du groupe de l'investissement responsable GIR également avec Thomas. Allez voir également leurs actualités, c'est toujours très riche. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.